qui vous a été faite par la mairie de Saran d'assister à ce débat, dont la thématique est inscrite derrière nos intervenants que je vais présenter très rapidement. Alors, je vais commencer par celle qui est la plus éloignée de moi, sur votre gauche. Elena Siak, elle est assise, elle est debout. Elle n'a pas de mal à imaginer quel est son sport de prédilection, le basket, le poste au plus près du panier, le pivot. Un palmarès long comme le bras qui serait bien trop long à résumer là, mais d'autres titres de championne de France, une Eurocup, une Euroleague, des médailles au championnat d'Europe avec l'équipe de France, un nombre de sélections incroyable, une médaille olympique, une médaille d'argent. Donc il touche le bronze, là, oui, c'était pas ce que je fais. Voilà. Il faut faire toujours des petites erreurs, mais là, des gens extrêmement compétents sont là pour corriger. Donc Elena, qui interviendra tout à l'heure, comme tous nos intervenants, et là, à côté d'elle, celle que sur Saran, beaucoup évidemment d'entre vous connaissent, puisque c'est Florence Maillet, la présidente de l'USM Saran, qui aura également des moments d'intervention. Marie Bonotin, Madame la maire, est évidemment présente et très attachée à pouvoir participer à ce débat. Et puis le grand honneur qui nous est fait, c'est d'avoir un grand témoin, ça fait donc 2 fois grand, avec la présence fort appréciée de Marie-Georges Buffet. Madame la ministre, merci d'être parmi nous. Vous avez été aux affaires pendant 5 ans. Vous avez laissé un souvenir très important pour toutes les personnes attachées aux valeurs du sport. Et puis, en tant que co-présidente de la commission qui a rendu un rapport, donc le rapport, on va dire de manière très courte, le rapport Buffet-Diaganin que vous pouvez trouver en version synthétique très facilement en ligne, dont il nous présentera tout à l'heure les grandes lignes. À côté, Frédéric Delby, alors bien connu pour avoir fait parler de lui en tant que nageur paralympique, champion d'Europe, champion du monde, 4 médailles aux Jeux paralympiques entre 92 et 96, ensuite dirigeant du niveau départemental jusqu'au niveau national, également membre du comité régional olympique et sportif à Romans. Et puis un témoignage particulier avec celle qui sera donc l'avant-dernière que je vais présenter, Marion Sicot, un passé sportive, cycliste professionnelle, avec un accident en lien avec le dopage, on en parlera tout à l'heure, et puis une reconversion dans le triathlon, après avoir été sanctionné pendant 4 ans. Donc l'éthique, les valeurs du sport, ça permettra de rebondir dessus. Et puis on a parlé de l'handisport tout à l'heure, et le parasport, et dans les paralympiques, il y a évidemment le handisport pour les personnes en situation de handicap physique, et il y a également pour les personnes en situation de handicap mental, cognitif, de sport adapté, avec un représentant qui connaît bien la région, qui connaît bien le Saran, qui a eu des attaches professionnelles par le ici au centre Arnaud Villery, qui est président du comité départemental du sport adapté. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Bonotin, qui va nous faire un petit mot d'ouverture. Bonjour à tous, je vais juste vous dire quelques mots. Je vous remercie tout d'abord tous et toutes de votre présence pour participer ou assister à ce débat sur l'éthique et les valeurs dans le sport. Ce débat se déroule dans un moment particulier où notre pays vit une crise démocratique sans précédent, où dans quelques jours nous sommes à nouveau à l'évolution suite à la dissolution de l'Assemblée nationale présidée par le président de la République. Mais on a maintenu ce débat est important pour nous, car dans quelques semaines débuteront les Jeux olympiques, puis les Jeux paralympiques. Ces Jeux, nous sommes ravis de les accueillir en France. Je pense réellement que cela peut être un grand moment où les Français se retrouvent autour d'un grand événement sportif et militaire. La France accueillera le monde également, et j'ai peur qu'en fonction des résultats de cette Jeux au soir, on donne une image défavorable de repli sur nous et de fermeture. Comme je vous le disais, les Jeux sont un grand événement populaire. Enfin, ils devraient l'être, car le prix des billets, le peu d'ouverture sur les territoires, n'aide pas à les rendre accessibles à toutes et à tous. Ce sont les collectivités qui se démènent pour faire venir un peu plus les Jeux au plus proche de leurs habitants. Sur Saran, grâce à nos infrastructures sportives, vous êtes proche, vous êtes ici dans un parc sportif de 24 hectares, vous l'avez vérifié tout à l'heure en marché, maintenant à vos pieds. Voilà. Le municipal à 100%, grâce aux moyens alloués au club, il a tous les ans 1 million d'euros de subventions aux associations saranaises
sans compter le soutien technique et logistique. Et aussi grâce, il faut être remercier aux services des sports et aux éducateurs que nous mettons à disposition. Le sport pour tous est presque une réalité à ça. Je remercie d'ailleurs le service des sports et les associations sportives locales pour leur implication dans divers événements sportifs. La semaine olympique que nous avons organisée cette semaine pour les jeunes Saranais et Saranaises en font partie. Pour nous, il était évident qu'il fallait prendre de la hauteur sur ces jeux et ne pas se contenter de les regarder à la télévision. Il faut bien sûr s'appuyer sur cet événement et le soutenir, mais rien ne nous empêche de faire une analyse critique et constructive. Le débat que nous avons voulu ce soir va dans cette direction. Alors que nous sommes des fervents défenseurs du sport pour tous, comment faire en sorte que les jeux, ou que le sport d'une manière générale, ne soit pas réservé qu'à l'élite? Ces jeux doivent au contraire servir d'accélérateur de la pratique sportive, nécessitant un accompagnement fort des clubs et des collectivités, malheureusement absents aujourd'hui. Je l'ai dit au club et je le redis, pour moi, un club de sport, une association, a avant tout un rôle social. Les performances viennent après. Mon objectif premier est que les enfants puissent s'épanouir dans un sport et pratiquent une activité sportive et éducative. C'est le meilleur rempart à l'isolement social et à l'échec scolaire. Je reconnais bien entendu votre rôle dans ce domaine, dirigeant d'association, éducateur sportif, coach, et je vous remercie de votre investissement. Florence aura l'occasion de vous apporter un peu plus sur le sujet tout à l'heure. Mais il arrive parfois que le sport pour tous mène au plus haut niveau, voire à l'élite. Et que faire dans ce cas? La ville de Saran connaît le plus haut niveau, soit en équipe, soit à titre individuel. Et nous connaissons encore le haut niveau grâce aux champions qui ont été formés ici. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir, notamment à travers le parcours féminin. Parfois même, le sport de haut niveau nous amène vers une zone sombre de nous-mêmes, à commettre des erreurs, nous amener à subir des abus. Et je remercie Mario, de sa présence parmi nous pour nous apporter son témoignage et comment elle a pu rebondir. Enfin, le sport pour tous, c'est aussi pouvoir pratiquer du sport quand l'intégrité physique n'est pas à 100%, et le handisport et le sport adapté peuvent bien sûr le permettre. Frédéric Arnaud, je ne doute pas que vous aurez des choses à nous dire à ce sujet. Enfin, Marie-Georges, qui a remis un rapport à la ministre des Sports il y a quelques mois pour renforcer l'éthique de la vie démocratique dans le sport et ton retour sur ces questions nous sera très utile et essentiel. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas parler plus longtemps. Avant de laisser la place au débat, je propose, cher Marie-Georges, de dire quelques mots. Enfin, je ne vais pas prendre la place de Patrice. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre, Marie-Georges Buffet, vous avez fait un exercice que vous avez l'habitude de faire, mais c'est vrai qu'on est un temps un petit peu contraint. On vous laisse une dizaine de minutes pour montrer quel était le cheminement de la réflexion qui vous a amené pour présenter ce rapport que vient de présenter Marie-Georges. D'abord, bonsoir à vous tous et vous toutes, Madame la maire. Peut-être rappeler que le sport, au même titre que la culture, que l'éducation, contribue à la construction des individus, contribue à leur bien-être physique, mais aussi à leur bien-être psychique. Donc je considère, et j'avais déposé une résolution à l'Assemblée en ce sens, que le sport, l'accès à la pratique sportive, doit être considéré comme un droit pour tous et toutes. Or aujourd'hui, qui permet l'accès à la pratique sportive? Il y a bien sûr l'État, mais il y a surtout 3 millions de bénévoles, vous tous et toutes, les bénévoles, les hommes et les femmes engagés au service des clubs sportifs qui font vivre plus de 150 000 clubs dans notre pays. Ces clubs, dans les fédérations, sont en charge d'une mission de service public que leur donne l'État à travers l'agrément des fédérations. Et donc, bien sûr, on entend parfois parler des dérives dans le sport, des problèmes d'éthique dans le sport, et je vais y venir, mais soulignons quand même avant que le sport, l'association sportive, reste un haut lieu d'éducation populaire, un haut lieu de lien social, un haut lieu d'apprentissage des règles. Et
Donc je voudrais, une fois encore, saluer les bénévoles qui regardent ces clubs sportifs. Ça me semble bien. Alors après, oui, le sport est traversé par des dérives. Des dérives qui ne sont pas issues du sport, qui sont dans la société et qui traversent le sport. Ce n'est pas le sport qui a créé l'homophobie, ni le racisme, ni le sexisme. Ce sont des fléaux qui existent dans la société et qui, bien sûr, traversent la pratique des mouvements sportifs. La marchandisation du sport est une réalité. Et ce n'est pas vous, les bénévoles, au niveau des clubs, qui sont pour l'instant en capacité de jouer contre cette marchandisation en classe. On discutait tout à l'heure de la façon dont le sport est utilisé aujourd'hui à des fins politiques, une instrumentalisation politique. Il faut que la France, il faut que tel pays ou tel pays ait tant de médailles soit placé à tel rang pour que le pays rayonne. Et puis on voit comment le CIO joue avec certains États pour que ces États puissent utiliser un grand événement sportif, vu qu'ils n'ont pas la démocratie comme moyen de rayonnement, peut-être qu'un grand événement sportif va permettre à ces États de rayonner. Avec tout ce que ça peut entraîner. Nous avons encore aujourd'hui certains États qui pratiquent un dopage d'État, comme ça existait à notre période. Donc, par rapport à tout cela, il faut se poser la question, est-ce que le mouvement sportif a les moyens de réagir? C'est compliqué parce qu'il y a certaines dérives qui sont liées au mouvement sportif lui-même aussi. Parce que le sport, c'est le corps. Et puis parce que le sport, c'est une famille, on est entre nous. Et puis parce que le sport, c'est aussi parfois un phénomène d'emprise entre les encadrants et les athlètes. Et parfois, c'est difficile pour une athlète, un athlète, de prendre la parole. Parce que prendre la parole, c'est quelquefois remettre en cause sa propre carrière sportive. C'est remettre en cause sa famille à travers les membres du club, les membres de la fédération. Donc, par rapport à ces problèmes, quelles sont les propositions? Mais la 37, je vais vous les faire, ne vous inquiétez pas. Quelles sont les grandes propositions que nous faisons? D'abord, nous avons estimé que s'il n'y a pas un sursaut démocratique à l'intérieur même du mouvement sportif, le mouvement sportif ne sera pas en capacité de relever les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Nous avons trop d'entre-soi, pas assez de renouvellement, pas assez de débat à l'intérieur même du mouvement sportif. C'est pourquoi nous proposons de changer le mode électoral au niveau des fédérations, de faire en sorte que l'ensemble des clubs soient associés à toutes les décisions prises par les fédérations. C'est pourquoi nous proposons que ces élections sous la forme de liste soient faites à parité. Aujourd'hui, seuls 16% des postes de président à tous les niveaux dans le mouvement sportif français sont occupés par une femme, 16%. Et il y a encore aujourd'hui 39% de filles et de femmes licenciées, si nous prenons la totalité des licences dans notre pays. Donc des élections à parité sur la base de listes, avec une représentation des minorités, y compris dans les bureaux exécutifs des fédérations. Et une élection faite par tous les clubs. Il faut arrêter avec le système des délégués. C'est aux clubs de décider de l'orientation de leur fédération. Et puis il y a des propositions sur les mandats, etc. Si on a une vie démocratique plus intense, si on a une parité qui s'installe à tous les niveaux de direction, nous serons mieux armés pour lutter sur les problèmes éthiques. Alors, quelles sont les principales propositions? D'abord, redonner un véritable rôle aux comités d'éthique qui ont été mis en place par la loi de 2017. Moi, j'ai vu des fédés, parmi les auditions qu'on a faites, où seul le président de la fédé avait le droit de saisir le comité d'éthique. Donc, le comité d'éthique n'avait pas fait de travail, et le président dormait sur les deux oreilles, il n'avait pas trop de soucis. Donc, nos propositions visent à ce que tout comité d'éthique puisse s'auto-saisir et être saisi par tous les licenciés de la Confédération. Nous proposons également que leur composition soit majoritairement faite d'éléments extérieurs à la Fédération.
ses missions de façon autonome. Et nous pensons qu'il faut, au niveau du CNOSF, que nous n'entendons pas, on n'entend rien qui vient du CNOSF, que au sein du CNOSF soit créé un comité d'éthique suprafédéral en capacité d'intervenir dans l'ensemble des fédérations si les fédérations ne sont pas en capacité d'agir par rapport à des problèmes liés à l'éthique. Sur une des problématiques, celle des atteintes sexistes, des délits et crimes sexuels qui ont lieu dans un certain nombre de clubs, de fédérations, nous pensons qu'il faut mettre en place une antenne extérieure au mouvement, une agence extérieure au mouvement sportif. Comme nous l'avons fait à l'époque pour le dopage, afin que les victimes puissent trouver un appui extérieur à leur fédération pour pouvoir ensuite être accompagnés dans leur démarche, etc. Ces propositions, vous pouvez les trouver sur le site du ministère. Nous ne voulons pas qu'elles se transforment comme ça dans une loi. On a eu trop de lois depuis 10 ans qui ont été faites sans aucune consultation de vous, les acteurs et les actrices du mouvement sportif. Et donc ces lois ne s'appliquent pas. Ces lois ne sont pas efficaces. Donc ce que nous avons proposé, c'est notre première proposition. C'est que ces propositions fassent l'objet d'une grande concertation dans le mouvement sportif. J'attends encore les annonces du ministère pour organiser cette concertation et qu'ensuite, sur la base de cette concertation, il y ait une loi cadre pour redonner au mouvement sportif toute la vigueur et les moyens nécessaires pour accomplir ces missions. Hors du comité, là c'est une proposition que je soutiens moi personnellement, on ne peut pas continuer à accepter que le sport soit considéré comme quelque chose de secondaire. Vous regardez les élections passées, aucun candidate ne fait une priorité de la question de l'accès au sport, de la situation des bénévoles, des moyens pour les clubs, des équipements. C'est au fond des programmes. Il faut que le débat sur le sport redevienne un débat public. Quelle politique publique la France va mener dans les 10 ans qui viennent en matière d'accès de tous et toutes à la pratique sportive? Comment on va réfléchir sur une nouvelle conception du haut niveau qui respecte l'intégrité physique et psychique des athlètes? Et puis, comment on va financer le développement du sport? Moi, je vous propose que pour la prochaine Olympiade 2024-2028, en 2028, comme pour la culture, nous ayons 1% du budget de l'État consacré au développement de la pratique du sport. On a les JO, et comme Madame la maire, je m'en félicite. Nous allons vivre des moments magnifiques. Mais la flamme va s'éteindre au mois de septembre. Eh bien, moi, je souhaite que la flamme ne s'éteigne pas et que, à partir de ce JOP, on se donne les moyens dans notre pays d'une grande politique de développement du sport et qu'on donne aux bénévoles les moyens de leur mission. Et c'est pour ça que nous faisons plusieurs propositions sur le bénévolat, notamment l'indemnisation des bénévoles dirigeants, comme un maire adjoint, une maire adjointe d'une collectivité est indemnisée. C'est normal, parce qu'il prend son temps familial, professionnel, pour son engagement bénévole. Faire en sorte que pour les bénévoles qui sont en activité professionnelle, on ait des charges horaires. Comme par exemple un délégué du personnel avec des charges horaires d'une entreprise pour accomplir sa mission, un plan syndical, etc., etc. Donc voilà, j'aimerais bien que les JOP, ce ne soit pas simplement le nombre de médailles pour nous, nos athlètes, mais que ce soit un nouveau départ pour la pratique sportive dans notre pays, aux côtés des bénévoles. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et je me permets d'inviter une nouvelle fois tout le monde à essayer de lire ce rapport qui met la synthèse et les 37 propositions. Il reste extrêmement riche et vous pourrez en savoir encore plus sur tout ce qui vient d'être annoncé. Alors, avant de lancer des échanges avec nos intervenants, je vais me permettre de
faire un petit peu le candidat béotien et lire l'éthique, les valeurs du sport, ça renvoie à quoi? Je vais m'appuyer sur des définitions et puis une citation extraite d'un sociologue du sport, Kuhn Gillarus, sur l'éthique de partie. La première partie de la philosophie qui envisage les fonctions de la morale, ce terme de morale va revenir souvent. Et puis la deuxième signification, l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Ça, c'est attaché directement au sport, mais on voit bien comment, dans le cadre de la pratique sportive, on peut s'y référer. Et puis, citation tirée d'un document en ligne sur le site de la direction des sports du ministère des Sports, par Patrick Mignon, sociologue du sport. L'article s'intitule « Qu'entendre par éthique sportive », ouvrez les guillemets. On peut dire qu'il existe une éthique sportive dans la mesure où on identifie bien les valeurs et les principes spécifiques au sport, tels que le dépassement, l'ouverture à tous sans distinction, le respect des règles, l'égalité des concurrents au départ, l'incertitude du résultat et le facteur. Donc ça, en complément de votre intervention, je pense que ça met tout le monde sur un pied d'égalité pour bien lancer ces échanges. Alors je tourne vers nos invités. Est-ce que par rapport à ce qui vient d'être dit, avant qu'on aille directement dans le cœur des thématiques choisies, est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir et nous dire un mot à ce moment-là? C'est toujours dur de censer. C'est un piège, je ne l'ai pas prévu, bien évidemment. Ah, c'est pas grave. On va commencer avec Elena. On va essayer d'illustrer ça. Elena, j'ai connu toute petite Elena, c'était drôle de la revoir là comme intervenante. Alors Elena, toi tu as un parcours assez atypique pour le sport de niveau, parce que pendant longtemps, malgré tes réelles possibilités, et tu es issu d'un milieu familial sportif, international, de son pays d'origine en Pologne, en basket, un poste de capitaine également, tu avais tous les éléments pour aller assez rapidement vers les structures, etc. Et tu ne le sentais pas. Tu es resté longtemps dans le monde amateur, tu es resté longtemps à Saran, après avoir débuté toute petite à Senois, qui est pas fleurie les oreilles. Et ensuite, tu as goûté à tout sur le haut niveau. Donc, moi, j'aimerais bien que tu puisses illustrer les éventuelles différences qu'il peut y avoir, cinéma, dans l'approche de l'éthique des valeurs du sport, en fonction du niveau dans lequel tu t'es retrouvé, si tu en as, ou si tu expliqueras ce que tu ressens. Merci. Bonsoir à tous. Donc oui, comme tu disais, c'est vrai que notamment dans cette salle, j'ai vécu des super moments étant plus jeune et j'avais pas du tout cette envie de devenir professionnelle parce que j'étais ici, j'avais le confort de vie, mes copines, tout ça. Puis après j'ai eu un déclic parce que, comme tu précisais, j'ai été sollicitée par l'INSEP, par les équipes de France Jeunes. Et je sais pas, il y avait une petite voix qui me disait tu vas regretter, on se voit dans ce chemin. Donc après, voilà, je suis partie, c'est moi qui ai contacté les clubs. J'ai fait un grand saut, je jouais ici en National 3, National 2, puis j'ai tout de suite commencé par la Ligue 2. Il y avait quand même 3 niveaux d'écart. Rien que là, je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée, c'était impressionnant, je me sentais vraiment en retard par rapport aux autres, parce que beaucoup avaient fait justement les centres de formation et moi pas. Mais voilà, j'y étais, et je me suis dit, maintenant que tu y es, tu vas jusqu'au bout, tu lâches pas. J'ai eu un entraîneur qui me, entre guillemets, mettait la misère, qui était tout le temps derrière moi et qui était très très dur. Mais voilà, je ne voulais pas reculer, donc j'ai avancé dans le dur, mais j'ai avancé, et puis ensuite voilà, j'ai eu des objectifs qui sont arrivés à court, à long terme. J'avais l'objectif d'atteindre le plus haut niveau national, l'objectif d'atteindre d'aller en équipe de France, étranger, voilà, c'est venu assez, on va dire petit à petit. Mais je ne sais pas comment ce caractère m'est venu, parce que quand j'étais ici notamment, je n'avais pas du tout cet état d'esprit. En fait. Vraiment faire du basket tous les jours. Donc en fait, voilà, je me suis découvert la passion
pour le dépassement de soi, je vais te dire, pour se faire mal, et je voyais que j'atteignais mes objectifs. Et en fait, voilà, à chaque fois, j'en voulais plus, Et c'est comme ça que j'ai réussi à aujourd'hui, je les ai pour moi tous atteints. Tout ce que j'ai voulu, je les ai atteints. Donc voilà, en fait, c'est vrai que forcément, passer d'amateur à professionnel, c'est un changement sur quasiment tous les plans. Les installations, l'exigence, surtout l'exigence, j'ai appris ça, j'ai appris l'exigence et aussi la discipline. Mais voilà, c'est un parcours atypique, comme tu disais, mais pour moi, je ne regrette pas du tout mes choix. C'est que ça devait se passer comme ça. Alors, tu nous as fait donc un raccourci de cette évolution, et moi je vais rebondir sur un des éléments, une phrase clé que tu as dit, c'est, comme tu as dit, un entraîneur à un moment, il m'a mis la misère. Alors, là, tu étais entré en monde professionnel, j'ai bien compris. Alors, est-ce que, je ne sais pas savoir où ça s'est passé, de qui il s'agissait, c'est pas ça le souci, mais est-ce que justement, par rapport à l'éthique, par rapport au valeur du sport, est-ce que ce sont tes valeurs à toi qui t'ont permis de passer là? Est-ce qu'il y avait toujours cette éthique, cette morale, du point de vue et les valeurs du sport, du point de vue d'entraîneur, et comment tu as fait pour subsister, continuer de progresser? En fait, j'ai tout de suite appris que plus un entraîneur était dur avec toi, plus il croyait en toi. Là, je dis tout de suite, mais non, pas tellement. C'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu surprise. Je me suis dit, je ne même pas. Je suis nul, en fait, c'est sur la bête, forcément. On n'est pas en totale confiance, mais aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est après que j'ai su qu'en fait, voilà, s'il est derrière toi, c'est qu'il croit en toi, parce que j'en ai pas eu qu'un, j'ai eu plusieurs entraîneurs comme ça. Donc c'est vrai qu'en fait, directement, j'ai appris des choses par rapport à ça, la discipline aussi. Voilà, j'ai dû être recadré sur pas mal de choses, forcément, j'ai marqué. Hein. J'avais des coéquipiers expérimentés, j'avais déjà fait des années en pro, j'étais vraiment la gamine. Donc voilà, petit à petit, j'apprenais des choses à rencontrer. Et ouais, comme je disais, discipline, tout ça, c'est vraiment arrivé petit à petit, mais c'est vrai que je me dis, quand je suis arrivé, j'avais pas ça. Et alors, quand dans une équipe, tu as un entraîneur qui met une très forte pression, et on comprend bien à quel point ça peut être difficile, on comprend qu'il le fait parce qu'il croit en toi, comment dans l'équipe, dans le groupe, ça soit collectif, mais de toute façon, les groupes de sport vont s'ancrer en groupe, comment le collectif a pu t'aider à ce moment-là, ou est-ce que tu penses que Non, le collectif m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir, dans chaque équipe où je suis passée, j'ai eu une super ambiance avec les filles, jamais eu de problème, pourvu que ça dure. Mais voilà, en plus, je suis quelqu'un, je suis très équipe, je suis très esprit d'équipe, et je sais que dans les moments difficiles, j'ai besoin de mes coéquipières, et j'ai vraiment eu la chance, dès le début, dès que j'ai commencé le milieu professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des super coéquipières qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, et c'est ça qui m'a fait aussi tenir à certains moments. Alors, tu connais beaucoup de monde, évidemment, dans le milieu professionnel, en basket, encore plus en basket féminin. Est-ce que tu as l'impression, au vu des contacts que tu peux avoir avec d'autres joueuses, que globalement, l'éthique, les valeurs du sport, au sport professionnel, sont toujours bien respectées? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai connu beaucoup de joueuses, mais je sais que le sport, c'est notre sang, on vit de sport. Donc c'est vraiment, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est que le corps, la basket, le cours, le manche basket, c'est quelque chose qui nous rassemble, et j'ai vraiment toujours eu des gens autour de moi qui avaient ces valeurs, et c'est comme ça aussi que je me sens, je joue encore, mais que je me sens épanouie, parce que ça nous rassemble en fait, et voilà, j'adore ça. Merci, il y a une chance encore de le dire. C'est un peu les personnes qui pour nous faire part de ce témoignage. Je me tourne vers notre grand témoin, Marie-Georges Buffet. On a un parcours particulier. Est-ce que tout le monde, les sportifs de haut niveau, ont tous autant de chance que pu en avoir Elena, au vu des personnes et des groupes dans lesquels elle a été?
je me réjouis des propos que vous avez tenus, et la façon dont vous avez vécu les choses, solidarité, autre chose. Mais soyons lucides. Il y a parfois à nos niveaux ce que j'appelle une violence ordinaire. C'est-à-dire que ça ne relève pas d'un délit, d'un crime, mais c'est une exigence poussée à un tel niveau que ça peut remettre en cause l'équilibre physique et psychique surtout de la clé concernée. Et lorsqu'on interviewait les présidents, les fédés sur ces questions, souvent la réponse c'était c'est notre culture. Ah oui, mais la culture, ça évolue. Peut-être, par exemple, le rapport des femmes à leur corps, ça s'est quand même modifié depuis les 50 dernières années, un peu. Et donc, il faut peut-être que là aussi, dans les pratiques d'encadrement et d'entraînement, les choses se modifient. Cette violence ordinaire, c'est peut-être la plus difficile à exprimer. Parce qu'on vous dit, bah, tu as voulu être à quel niveau, tu as voulu. Bon, ben voilà, c'est une condition. Donc, moi, je pense que ça passe par une refondation, vraiment, de la formation des entraîneurs fédéraux, mais aussi des cadres techniques, des fonctionnaires de l'État, des cadres techniques au sein des fédérations. On a besoin de revisiter vraiment des conditions d'entraînement. Et puis, il y a la question du double projet. Parce que vous étiez sportif de haut niveau professionnel. Mais parmi les athlètes qui vont aller nous représenter au GOP, il y a des athlètes qui n'ont pas le seuil. C'est ça la réalité. Or, comment on prépare un double projet, c'est-à-dire le projet sportif qui est très important pour la personne, mais aussi le projet universitaire, le projet professionnel, pour que la personne n'ait pas l'impression d'être coincée. Il faut que j'ai les résultats, sinon j'ai plus rien. Donc la question du double projet dans les centres de formation, il me semble extrêmement important pour que la personne soit en liberté à moment de question. La carrière sportive, non, stop, terminé. Je rebondis autrement dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, et dans mes études peut-être, parce qu'on a encore de jeunes athlètes. Eh bien, merci pour cette intervention. Et puis, quelqu'un qui a connu le haut niveau dans le milieu paralympique et du handisport, c'est Frédéric Delpy, donc ça permet de faire la transition avec la deuxième thématique. Mais Frédéric, on aimerait bien savoir ce que t'ont apporté les éléments qui viennent d'être donnés là et comment toi, tu as vécu pendant ta carrière sportive les difficultés que vous pouvez rencontrer d'un point de vue éthique ou des valeurs sportives d'un athlète paralympique. Merci. Bonsoir à tous. Je vais revenir tout de suite sur tout le projet qu'évoquait à l'instant la ministre. Effectivement, moi j'ai cette chance-là, aux prémices de ma carrière, d'avoir été embauché par le maire de Fleury-les-Aubrais à l'époque, qui m'a fait confiance. Et ça, pour moi, ça a été un vrai gage de réussite, puisque aujourd'hui, ça fait maintenant 33 ans que je cotise, et j'ai commencé réellement à travailler à l'âge de 30 ans à la piscine des Jacobins. Avant, j'avais un statut d'athlète de haut niveau qui m'a permis d'avoir le temps de m'entraîner, mais aussi le temps de m'occuper, parce que je ne m'entraînais pas non plus 8 heures par jour. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel vous avez complètement raison. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Tout au long de ma carrière, je suis arrivé dans le parasport, dans le handisport, par le plus grand des hasards. Par le sport valide, j'avais la piscine qui était à côté de chez mes parents. J'ai pratiqué du water polo pendant de nombreuses années, et vraiment par le fruit des hasards, juste avant les Jeux paralympiques de Séoul, j'étais dans un lieu de vacances où l'équipe s'entraînait, l'équipe de France de natation s'entraînait pour participer aux Jeux paralympiques. Et donc j'ai été invité à pratiquer une séance, et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, tiens, contrairement à avant où je faisais du water polo, je me disais que ils sont plus forts que moi parce qu'ils n'ont pas de handicap. Et là, en fait, il y avait le même handicap que moi, et je me suis dit, voilà, je vais forcément être plus fort qu'eux, et donc j'ai mis tout ce que j'avais de mon côté pour réussir. Donc, moi, j'ai connu le handisport au début, c'était très confidentiel, on ne va pas se mentir, on n'était pas
tous les organismes déconcentrés que connaissaient toutes les fédérations valides, les comités départementaux, où il n'y avait qu'un club sur le Loiret à l'époque. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup plus. Et donc voilà, moi j'ai vraiment été dans la confidentialité du sport, et ce qui a été très dur pour moi au départ, c'était de faire accepter qu'avant d'être un handicapé, j'étais un sportif. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des journalistes à l'époque de la République du Centre qui m'ont suivi en tant que tel. Et les premiers articles, j'étais dans les pages de société, et au fur et à mesure, je me suis retrouvé dans les sports. Et ça, c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, ça a été important pour moi, parce qu'il n'y avait pas tous les suivis qu'il peut y avoir aujourd'hui, au parasport, tout ce que fait l'État. À l'époque, c'était très, très, très confidentiel. Donc j'ai eu la chance d'avoir un partenaire privé qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière. Donc ça, c'est vrai que moi, la chance, ça fait partie de ma carrière, et je tenais à le souligner. Après, voilà, j'ai jamais été trop dans le misérabilisme par rapport à mon handicap. Quand on me disait, qu'est-ce que tu as la volonté et l'autre, tu fais des sacrifices. Non, moi, avant tout, c'était un souhait personnel, c'était mon choix. Et voilà, je n'avais pas besoin qu'on me pousse pour aller m'entraîner. C'était mon choix, c'était ma vie, c'était un plaisir que de nager. Je suis arrivé dans le sport aussi sur conseil thérapeutique au départ par rapport à mon handicap, qui plus est la natation, comme je le disais au préalable, parce que la piscine était proche de chez mes parents, mais c'est vrai que la natation, quand on est en situation de handicap, c'est quand même une des disciplines qu'on préconise. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné, et tout ça fait que ça a duré une petite dizaine d'années. Alors justement, par rapport à l'éthique et aux valeurs du sport, donc tu as été un moment sportif parmi les valides. D'ailleurs, je veux rappeler quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il y a une évolution sémantique. Là, tu le dis au début, toi, on t'a considéré que tu étais dans les pages qui n'étaient pas les pages sportives. Ensuite, on parlait de handicapés, puis de personnes handicapées. Maintenant, on parle de personnes en situation de handicap. Je pense que ça, c'est une évolution tout à fait souhaitable. Et puis, dans la même si ça m'a jamais dérangé, ça. J'ai toujours, quand on me dit t'es comme tout le monde, non, je suis pas comme tout le monde. Ouais, je suis pas comme tout le monde, je suis une personne en situation de handicap, personne handicapée. Mais ce que je souhaite, par contre, c'est vivre comme tout le monde. Ça, c'est important. D'accord? Mais moi, je reconnais que je suis pas comme tout le monde, et que j'ai pas de. Voilà, j'ai une tolérance par rapport à ça. Par contre, effectivement, de vouloir vivre comme tout le monde, c'est ce que je veux pas tous les jours. Voilà. Et puis, une fois que tu as basculé, grâce à la préparation du jeu de Séoul en 88, parce que tu as pu côtoyer l'équipe de France, je reprends la citation exacte, le terme l'égalité des concurrents au départ, que tu n'avais pas quand tu pratiquais avec les valides, et que tu as pu trouver après, SCL+. Tu nous as parlé également de l'évolution du paralympisme, c'est-à-dire qu'il était relativement dans l'anonymat, et puis on peut dire que c'est depuis l'an 2012 où il y a une vraie médiatisation beaucoup plus importante. Puis cette année, donc les Jeux paralympiques se dérouleront à Paris. Est-ce que tu penses que cette médiatisation plus grande peut avoir une influence sur l'éthique, les valeurs du sport pour le paralympisme? Forcément, il y a derrière tout ça, il y a plein de choses, il y a l'accessibilité, il y a la formation des encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le handicap. Donc forcément, aujourd'hui, le handicap se sert du parasport pour être visible. En tout cas, c'est une des choses. Le haut niveau, c'est vrai que dans les clubs, on a tendance à le mettre plus en avant que sur la formation, et c'est des choses dont on a besoin, même s'il ne faut pas tout donner sur le niveau. Et donc forcément, les Jeux paralympiques de cet été, je pense que pour nous, même si on a énormément de choses qui ont évolué, que ce soit sur l'emploi, je me répète, que ce soit sur l'accessibilité, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout sur Paris, on ne va pas se le prendre. Ça, c'est des choses qui forcément vont nous aider. Ça, j'en suis convaincu. Mais on se rend compte encore qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. On se rend compte qu'il y a encore des places qui sont pas vendues. Il y a un tiers des places qui sont vendues pour les prochaines Jeux paralympiques, alors qu'avant, c'était quasiment plein 3 mois avant le départ. Donc voilà, il y a un phénomène sociétal, je pense, qui doit être engagé. Je parle au président des communes qui sont présents ce soir. Je pense que la sensibilisation doit être faite auprès des jeunes, et vraiment auprès des jeunes. Ça, je me bats tous les jours. Aujourd'hui, dans la nouvelle mission que j'ai au sein de la ville de Fleury, c'est ce que je m'efforce de dire à mes dirigeants. C'est vraiment, je pense que les premiers qui doivent être checkés, c'est les jeunes. Voilà, sur le paralympisme et sur le handicap en règle générale. Sensibiliser,
informés. Mais qui plus on fait aujourd'hui, quand je marche dans la rue, on se retourne de loin, on se retourne sur les différences. Parce qu'on pouvait être séparés, ça s'appelle forcément, on va se retourner. Mais ça, c'est normal. La différence, c'est le commun des mortels. Mais le regard est beaucoup moins posé, il y a énormément plus d'échanges de la part des jeunes. Avant, un jeune qui venait voir et qui mettait ce gars, la personne qui l'accompagnait disait « Je suis toi, tais-toi, laisse-le ». Aujourd'hui, c'est plus le cas. On échange, on parle, on n'est plus mis à l'écart comme on l'était. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, plus on parlera du handicap auprès des jeunes, et forcément, plus on sera dans une belle évolution. Merci Frédéric. Je vais me donner maintenant. Oui, bien sûr. Après le parcours que celui de Frédéric Lepine, dans les instances dirigeantes ensuite. L'autre versant du parasport, c'est le sport adapté. Donc, Arnaud Villery, qui va devoir aller prendre le micro, voilà, en tant que président du comité départemental. Le sport adapté a encore moins de médiatisation que le handisport, il touche moins de personnes, il y a moins d'activités qui sont mises en avant au moment des Jeux paralympiques. Alors, au niveau local, au niveau départemental, comment c'est liens avec l'éthique, les valeurs du sport, le sport adapté et les difficultés qu'il y a à faire venir de jeunes sportifs, de sportifs et sportifs vers le sport adapté? Comment est-ce que vous pouvez essayer, en tant que comité, de résoudre ces difficultés? Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a déjà peut-être une petite introduction à faire. Je me permettrai, j'en parlais un petit peu avec toi, Baptiste, donc sur mon petit parcours, j'étais moi prof de PS, et puis j'ai commencé à mettre un bras, un pied vers le monde du handicap en particulier, donc le sport adapté. J'étais dans un établissement du médico-social. À côté, j'entraînais 2 puis 3 pratiques sportives. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme avec ces personnes qui finalement étaient enfermées dans les établissements. Et au final, j'ai ressenti en effet la puissance que pouvait apporter la pratique sportive et l'accès à la pratique sportive pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur et aller se confronter en fin de compte à la réalité à la fois de la pratique mais aussi des autres. Parce qu'il y avait des enjeux énormes concernant notre public, celui à la fois de se connaître et accepter son handicap, et puis essayer de le dépasser. Elena a évoqué le dépassement de soi, également parfois même de la violence qui peut arriver. Alors avec notre public, c'est vrai que certains sportifs, à un moment donné, ont la particularité de dire stop. Que peut-être certains vont à un moment donné accepter, peut-être dans le milieu ordinaire. Et la particularité de ce public est assez riche pour cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça ne passe pas, il faut que vous trouviez absolument votre solution. Voilà, j'ai voulu faire ce petit parallèle parce que je pense qu'il y a un regard qui, en effet, a fait évoluer par rapport à nos pratiquants. Et cette accessibilité au niveau donc, du département, de la région, même au niveau national, c'est un combat un petit peu de tous les jours, c'est se battre auprès des institutions pour pouvoir qu'ils puissent avoir accès à la pratique. Quelquefois, des changements voulus par l'État font que dans les structures médico-sociales, ils soient obligés de restructurer, de faire évoluer leur pratique. Et comme vous le disiez très très bien, quand il faut faire bouger les choses, la partie sportive est mise bien de côté et c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Aujourd'hui, on a du monde un petit peu, à la fois les pouvoirs politiques, avec un regard et je dirais un soutien de plus en plus important, et ça c'est important. Ici dans le Loiret, ça commence de plus en plus et ce sont des appuis importants pour que justement les personnes puissent accéder à la pratique sportive. Donc c'est du travail auprès des directions, c'est auprès des éducateurs et avec les éducateurs de ces établissements
pour permettre d'apporter cette nécessité d'avoir une activité physique, avec les problèmes que peut poser éventuellement la sédentarité avec notre public. C'est aussi beaucoup, on parle aujourd'hui d'inclusion, ça a pris d'autres termes, je dirais qu'à la limite, moi, peu importe finalement ces termes, bon, bien chat, mais l'inclusion en effet est importante et je trouve qu'aujourd'hui, les clubs, certains clubs du milieu ordinaire en effet s'ouvrent et certains se sont ouverts déjà depuis très longtemps. Il y en a ici dans la salle, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble et je dirais qu'il faut figurer un petit peu d'exemples d'autres derniers qui, quelquefois, après des hésitations finalement à la sensibilisation du public, peut-être parce que ne se sentant pas prêts à accepter ou à accueillir dans leur club notre public, les personnes, sont passées quelquefois par la formation et qui, hop, ça a fait boule de neige et se dirigent même quelquefois vers un public plus compliqué, vers la limite à gérer, comme quoi finalement quelquefois ça se passe vraiment très très bien. Donc voilà, les différents liens, c'est vraiment d'avoir à la fois des appuis au niveau départemental, des soutiens auprès des instances à la fois sportives, locales, donc plutôt d'ordre, je dirais, politique, et puis également au niveau éducatif, parce que notre public a des difficultés à se déplacer, il faut les accompagner. Donc il faut que toute la chaîne soit bien solide pour que l'on puisse après se permettre peut-être d'aller chercher quelques médailles sur les championnats de France, comme par exemple ce week-end à Auxerre. Merci Arnaud Ulrich, président du comité. On regardera le thé des Jeux Olympiques et Paralympiques d'une manière différente après ces deux interventions qui, naturellement, vont pouvoir permettre à Madame la Ministre de faire part de ses remarques. J'insiste beaucoup sur la place du sport dans la construction des individus. Et je trouve que pour les personnes touchées par le handicap, cette place du sport dans la construction de l'individu est d'autant plus importante. Donc il faut encourager les enfants, les filles, les garçons qui ont un handicap à pratiquer le sport. Pour ça, il faut donner de la visibilité au spectacle parasport. C'est magnifique, moi, mon plus beau souvenir des Jeux Olympiques, c'est un match de basket en fauteuil aux Jeux Olympiques de Sydney, qui ont été les premiers Jeux Olympiques où le public était invité à venir assister aux épreuves de parasport. Avant, c'était mis un coup de côté. Voilà. Donc, de la visibilité pour donner envie aux filles et aux garçons d'avoir cette pratique. Et puis, il faut aider les clubs à accueillir les personnes. La présidente du comité paralympique et sportif français mène un combat en ce moment formidable pour qu'il y ait 3000 clubs en France qui s'équipent au point de vue de l'encadrement, mais aussi au point de vue parfois de l'adaptation de l'équipement, pour pouvoir accueillir un public parasport. C'est une bataille quand même de façon acharnée. Je me disais l'autre fois qu'elle était à 1500 clubs, vous voyez, l'objectif étant 3000 d'ici la fin des JOP. Et je pense qu'il faut encourager cette démarche pour vraiment que tous les individus puissent bénéficier de l'apport du sport dans leur construction. Mais c'est un combat, et c'est un combat qui demande, excusez-moi d'être si matérialiste, des moyens. Parce qu'il faut parfois modifier les équipements, il faut former des encadrants. Donc, moi je lance la pétition pour le 20% pour le budget de l'État en 2028. Les signataires se font connaître. J'imagine qu'il y en a beaucoup parmi celles et ceux qui sont présents dans la salle. En le sport, on a vu avec la définition et puis l'exemple qu'on a donné avec la phrase de Patrick Mignon, le respect des règles, l'égalité des concurrents au départ,
Et notamment, ça va nous amener vers la thématique suivante, on va se tourner vers Marion Sicot, qui va nous faire un bref retour sur ce qui s'est passé pour elle, et pour voir comment une athlète qui avait des objectifs, une cycliste qui s'investissait complètement, qui était entraînée à distance dans des conditions un petit peu particulières, n'a pas eu d'autre solution pour elle que de dire il faut que je réussisse pour convaincre mon directeur sportif, mon équipe, de tout repasser. Marion Sicot. Bonjour à tous. Donc, moi, pour faire un petit, une petite biographie rapide, j'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans par le judo, et puis après je me suis mis au vélo à l'âge de 11 ans, vraiment par hasard, par rapport à un stage en ville. Donc j'ai fait ma première course, j'ai chuté, j'ai vomi, j'ai terminé dernière. Je pense que voilà, on ne donnait pas cher de ma peau, puis finalement j'ai attrapé le virus, comme on peut dire. Et contrairement à Elena, moi, voilà, j'avais vraiment cette ambition de vouloir rentrer dans un sport-études. Donc à l'âge de 15 ans, je suis rentrée dans un sport-études avec ce rêve, on va dire, de devenir cycliste professionnel. Et donc j'ai été, on va dire, assez rapidement en équipe de France à l'âge de 16 ans. Donc voilà, après j'étais dans une division nationale, c'est-à-dire qu'en cyclisme, à l'époque où je courais, c'était assez peu développé. C'est-à-dire qu'il y avait 3-4 femmes professionnelles qui gagnaient leur vie, et à côté, nous, on était obligés de travailler. Donc voilà, moi j'étais, on va dire, dans le top 10 français. Donc je gagnais des Coupes de France, voilà, j'avais terminé 3e à la championnat de France. Et puis il n'y avait vraiment qu'une équipe professionnelle en France à cette époque-là. Et moi, voilà, j'étais, on va dire, dans ceux qui étaient, potentiellement qui pouvaient peut-être aller dans des équipes, mais c'était assez compliqué. Les années passées, voilà, donc je m'entraînais, je faisais toujours un peu les mêmes courses, je faisais quelques sélections en équipe de France, puisque j'en ai une trentaine. Et j'espérais toujours décrocher ce fameux Graal, on va dire, de signer dans une équipe UCI, Union Cycliste Internationale. Et les années passées, on sait que dans le sport de haut niveau, on va dire qu'une carrière c'est assez rapide, donc j'avais 23, 24 ans, j'arrivais pas vraiment à trouver, on va dire, un contrat. Et puis, à l'âge de 25 ans, il y a une équipe belge qui me laisse ma chance en me disant, voilà, on te prend, tu peux passer cycliste professionnel, mais bon, t'es pas rémunéré, et à côté aussi, tu vas payer tes frais de déplacement. Moi, voilà, c'était un rêve, clairement, de passer cycliste professionnel, on me laissait ma chance, j'allais pouvoir participer aux plus belles courses du monde. Il faut savoir que moi, le vélo, c'était une passion à l'excès. Clairement, j'avais vraiment tout construit autour du vélo. C'est-à-dire qu'à côté, j'avais fait des études de STAPS en entraînement sportif. Et en plus, j'avais passé le DGETS cyclisme traditionnel pour être entraîneur à côté. Donc, quand j'ai signé à l'âge de 25 ans en tant que cycliste professionnel, je travaillais à côté. Donc, j'étais professeur de PS, mais détaché pour m'occuper d'un sport-études de vélo. Donc je jonglais entre les entraînements de mes athlètes. Voilà, quand j'avais forcément de temps en temps des absences au lycée, il fallait que je rattrape. Donc au niveau des horaires, donc, des fois je terminais à 20h, donc c'était pas vraiment l'idéal. Je prenais l'avion, on va dire, assez tard pour essayer de limiter les absences avec le lycée. Donc c'était assez compliqué. Moi aussi, en plus, j'étais une cycliste grimpeuse, on appelle ça. Donc c'était la recherche à la mémoire que j'ai connue, qui a été très difficile à vivre. Voilà, j'avais un entraîneur qui était fixé sur le poids. Ça m'a donné aussi des ordres et des troubles de comportement alimentaire. Voilà, on parlait de violence psychique et justement, pour moi, c'en est une. Donc l'hiver, je prenais 8-10 kilos. Et du coup, on va dire qu'à partir du mois de mars, c'était la chasse au kilo, c'est-à-dire que c'était des journées où je mangeais quasiment pas, ou alors je faisais 3-4 entraînements, je me pesais 4-5 fois par jour. Voilà, c'était tout le temps mon entraîneur, ouais, la tête trop grosse, à trop brûler, etc. Donc c'était très très compliqué à vivre. Et voilà, petit à petit, je me suis enfermée. Ça a été, voilà, on va dire une passion à l'excès, mais au final aussi une passion qui, je pense, qui me dévorait, une passion qui était,
on va dire que je ne savais pas jauger et pas savoir dire non, clairement. Et puis, dans cette équipe aussi, mon directeur sportif a vu aussi cette faille, on va dire, de cette passion à l'excès, de dire un peu oui à tout aussi. Et il a commencé aussi, on va dire, à me faire subir, on va dire, un harcèlement moral, un harcèlement sexuel aussi à côté. C'est-à-dire qu'il avait vu ma faille justement pour le poids. Et il voyait bien que je prenais quelques kilos forcément l'hiver et que j'arrivais un peu à chasser l'été, mais c'était quand même de plus en plus dur. Parce que chaque année, c'était comme une lutte. Psychologiquement, il fallait s'y remettre. Voilà, on va dire que je m'épuisais. Et pour m'aider, évidemment, il m'a dit voilà, je vais t'aider pour le poids, et en même temps, si tu veux courir, il faut que tu fasses cette poids, et pour la peine, je te demande des photos de toi en sous-vêtements chaque lundi matin. Et sinon, tu ne seras pas sur les courses et sur les compétitions les week-ends. Donc voilà, donc après, on va dire que c'était forcément difficile à accepter, puisque j'avais une vision de mon corps, je me trouvais souvent trop grosse. Alors qu'au final, voilà, je faisais, quand j'étais affectée, à peu près 54 à 55 kg pour 1m69, ce qui fait que c'était quand même globalement bien pour grimper. Et j'ai accepté, et puis là, on va dire que c'est devenu, je pense, une passion qui a tourné un peu au cauchemar. J'ai commencé à m'isoler, je commençais à pleurer en regardant mon vélo, et dans ces moments-là aussi, on est un peu en détresse et on ne fait pas forcément les bons choix. Et j'ai voulu me doper tout simplement. Voilà, j'ai commandé de l'EPO. Voilà, l'EPO, on connaît tous, on va dire, dans le cyclisme, c'est le produit, je ne sais pas si on peut dire produit phare, entre guillemets. Et je me suis dit, comment faire pour sortir de là? Il faut que j'obtienne des résultats. Comme ça, il me laissera peut-être tranquille. Comme ça, je pourrais peut-être signer dans une autre équipe. Voilà, je ne voulais pas arrêter par moi-même parce que pour moi, j'existais que en tant que Marion la cycliste et non en tant que Marion la femme. Et en fait, je m'étais totalement oubliée. Et je m'étais dit, mais si j'arrête le vélo, en fait, je suis quoi? Je suis rien. Et du coup, je me suis dopée. Donc voilà, j'ai franchi la fameuse zone rouge des sportifs. Hein. C'est sûr que voilà, quand je regarde dans une glace et qu'on me dit que voilà, me doper, c'est pas forcément évident à vivre. Et forcément, je me suis fait attraper par l'Agence française de lutte anti-dopage. Donc c'était le 18 juillet 2019, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. C'était pendant le Tour de France, en même temps que les hommes, il y avait une course avec le Tour qui était là, qui était un peu une fête populaire pour les femmes aussi. Et moi, la veille, il y a l'Agence française de lutte anti-dopage qui m'appelle pour me dire voilà, si vous êtes contrôlée positive, du coup, c'était au championnat de France, donc le 27 juin, donc 3 semaines avant. Donc là, autant vous dire que pour moi, c'était pire qu'un KO en boxe, c'est toute ma vie qui s'écoule. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais dire à ma famille? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, clairement? Et j'étais venue avec ma voiture, j'ai fait les 700 km pour rentrer de Pau à chez moi, qui ont été très très durs. Souvent, je me disais, mais Marion, tourne le volant, comme ça, tu partiras et puis ça sera fini. Et puis, on va dire que j'ai réussi à parler. Au début, j'ai nié, clairement, en me disant, mais non, je ne me suis pas dopée, c'est faux. Voilà, la presse a commencé à s'emparer de mon histoire et je n'étais pas préparée parce que j'étais certifiée professionnelle, mais je n'étais pas une grande championne. Voilà, j'étais dans le top 50 mondial à peu près, donc voilà. Et j'ai réussi, on va dire, à commencer à sortir du silence grâce à mon entourage, à ma famille. Et donc, voilà, j'ai avoué que je me suis dopée. Plus, j'ai dénoncé mon directeur sportif. Donc, voilà, j'ai commencé, on va dire, un processus, je pense, de guérison et de thérapie pour moi, de libérer ma parole. Et donc, forcément, j'ai été suspendue. Donc là, c'était forcément des mois, on va dire, de souffrance ou d'errance, je veux dire. Et au tout départ, l'Agence française de lutte anti-dopage a écouté mon histoire et m'a donné 2 ans de suspension. Parce que normalement, le PO est égal à 4 ans. Donc voilà, je suis passée dans la commission des sanctions, ils m'ont donné 2 ans. Voilà, suite au harcèlement du directeur sportif, parce qu'il y avait une autre fille qui avait parlé. Et donc j'ai pu reprendre en 2021. J'ai repris par le monde du triathlon. Alors c'est pas. Il y en a qui disent que des fois le triathlon c'est un peu la poubelle des cyclistes. Moi pour ma part, c'était pas du tout le cas. Parce que je pratiquais déjà le triathlon en fin d'année
de compter plus sur soi-même dans des vrais sports d'endurance, alors que le cyclisme aussi c'est beaucoup de tactique. Voilà, quand tu as un sport d'équipe, tu travailles aussi beaucoup pour les autres. Des fois tu vas chercher les bidons, tu es peut-être plus fort que ton leader à certains jours, mais entre guillemets, bon, tu enlèves un peu ton orgueil de côté et tu dois travailler pour ton leader. Et c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident à vivre, surtout quand on n'est pas payé, évidemment c'est pas une bravo. Et donc en 2021 j'ai pu reprendre, j'étais la plus heureuse, j'ai envie de dire. J'ai terminé du coup deuxième de l'Andronman, qui est un Ironman qui est l'un des plus connus dans le monde. J'ai fait un record du monde de dénivelé positif en 24 heures en vélo en campant la Pugliese. Et voilà, je me reconstruisais, j'étais heureuse. Voilà, j'ai pu découvrir aussi que forcément mentalement, avec ma reconstruction, j'existe aussi en tant que Marion la femme et non en tant que Marion la cycliste. Et ça, c'était la chose la plus importante. Et au final, ça me vient tout le page du monde, j'ai envie de dire, quand on est bien mentalement, ça j'ai pu découvrir. Et puis j'ai eu une deuxième sanction, c'est-à-dire que l'Agence française antidopage a attaqué sa commission de sanction. Et sans que j'ai vraiment pu me défendre, vous savez déjà, ils m'ont redonné 2 ans. Et là, ça a été très très dur à accepter, parce que pour moi, en fait, c'est comme si j'avais commis 2 fautes. Du coup, j'ai eu 2 ans, j'ai dû reprendre 6 mois, et j'ai eu à nouveau 2 ans. C'est-à-dire que j'étais suspendue jusqu'au 23 mars 2024. Donc voilà, là, ça a été, je pense, le plus dur. Donc voilà, ça a été, on va dire, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pu me défendre, pourquoi il m'attaque, pourquoi il me faut 2 ans? Donc voilà, donc là, mon entourage à nouveau a été présent, surtout que j'avais aussi à côté le côté judiciaire avec le harcèlement de mon directeur sportif, le procès tant attendu, et mon directeur sportif s'est suicidé 9 jours avant le procès. Donc du coup, je me suis dit, bon, il part, on va dire, à jamais avec ses secrets. Témoignage fort, témoignage émouvant, intelligent. Marion, merci pour ton courage pour témoigner, parce que je pense que la femme que tu es devenue maintenant a une parole qui porte. À un moment, tu as fauté, il y a des circonstances que tu viens d'exposer, ce n'est pas à nous de juger, mais on constate que tu as su rebondir, tu as su faire face aux difficultés. 4 ans de suspension, maintenant tu es dit avec de très bons résultats. Tes témoignages vont sûrement alerter partout où tu les portes. Là, il y a un reportage qui sera pour un reportage qu'on pourra voir télévisé dans quelques temps, fin juin, sur toi. Et je pense que ton message courageux permettra peut-être à de jeunes sportifs d'éviter d'aller jusqu'où tu es allé, c'est-à-dire de signaler. Alors, il y a Signal Sport, il y a des associations comme Colosse au pied d'argile, etc., mais il y en a bien d'autres, qui permettent, lorsqu'on est en difficulté, comme tu l'as été, d'avoir les feux, la force à ce moment-là, de se manifester et de témoigner. Alors, Madame la Ministre, vous qui êtes très attachée évidemment à la lutte contre le dopage, mais aussi au harcèlement, et vous avez énoncé tout à l'heure le harcèlement sexiste, sexuel, le témoignage de Marion Sicot doit nécessairement nous apporter des réflexions qu'on a envie d'entendre. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame. Vous remercier parce que vous faites porte un courage remarquable. Et c'est vrai qu'il y a peu de paroles comme la vôtre dans le sport. Et pourtant, on en a besoin. On en a besoin pour encourager d'autres athlètes à faire comme vous. Dire ça suffit. Et la deuxième chose en t'écoutant, c'est que quand on parle du dopage, on pense tricher. Vous trichez. Mais le dopage, c'est aussi une souffrance pour l'individu qui pratique le dopage. C'est aussi des séquelles sur l'individu qui se dope. C'est tout cela. C'est pour ça que, bien sûr, c'est le sportif ou la sportive qui est sanctionné par l'Agence nationale de lutte contre le dopage. Mais j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un système à sanctionner. Parce que comme vous l'avez fait, oui, le directeur, c'était lui le principal responsable. Plus que vous, c'était lui. Donc c'est bien un système qu'il faut remettre en cause. C'est pour ça que je dis, vraiment je remercie de la force de vos paroles, que vous avez
J'ai parlé tout à l'heure en introduction du dopage d'État. Lorsque on a commencé la bagarre contre le dopage en 1997, Christophe Bassou, qui était cycliste également, nous avait expliqué que tout jeune cycliste professionnel, il arrive dans l'équipe. Et à l'époque, on est en 1997, bah, on lui a expliqué que tout le monde devait le faire. Tout le monde devait prendre les produits, c'était la pratique. Voilà. Et donc il est rentré dans un système qui avait ces pratiques. Alors on a dit le cycliste, mais c'est pas que le cycliste, parce que quand le combat contre le dopage a pris plus d'efficacité et qu'on a été chercher dans les autres disciplines, on s'est aperçu que bien d'autres disciplines étaient touchées par ce problème du dopage. Alors, c'est pour ça que je voudrais attirer votre attention. On ne peut pas tout demander aux sportifs et aux sportifs. On ne peut pas avoir un discours public et un discours de dire il faut que la France soit la troisième nation sportive, il faut qu'on ait bonne médaille aux Jeux olympiques et paralympiques, il faut ceci, il faut cela. Peut-être qu'on pourrait se dire d'abord, est-ce que nos athlètes trouvent du bonheur dans la recherche de dépassement, de records, de son bien, etc. Est-ce qu'on pourrait peut-être réfléchir autrement le sport? Réfléchir autrement le sport que simplement. Bon, je ne disais personne, mais j'apprenais qu'en natation, il y a un comité national olympique qui vient de sélectionner 11 nageurs. Ces 11 nageurs ont eu déjà des problèmes avec l'Agence mondiale antidopage, si j'ai bien suivi les affaires. C'est un pays qui pratique le dopage d'État. Voilà, mais qu'est-ce que fait le CIO par rapport à ça? Quelle est l'action du Comité international olympique? Hein? Parce que cet État, ben oui, il y a eu les Jeux olympiques il y a quelques années, c'est un État, etc. Alors, le CIO, ben, il ne voit pas, il ne voit rien. Voilà. L'Agence mondiale antidopage, on l'a créée, c'était l'objet d'une bataille, hein, parce que je peux vous dire que la conférence de Lausanne, on avait en face de nous tout le CIO, les ministres européens, bon, on n'était pas les bienvenus, on a réussi à créer cette Agence mondiale antidopage. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de la part des États que ça fonctionne bien, et de la part du CIO. Or, moi, on me dit que l'Agence mondiale antidopage est en train un peu de s'en compter quand même. Voilà, elle n'aurait plus la même efficacité qu'elle a eue il y a quelques années. Donc voilà, moi je dis vraiment, parfois on pointe les sportifs et les sportifs, d'accord, mais c'est le système qui est interrogé. Ce n'est pas eux qu'il faut pointer, c'est le système qui faut pointer. Merci, Madame la Ministre. Si bien entendu je suis jeune et active et pour le presse, je vais me permettre de citer ce que vous avez pu dire à propos de 98, Madame, et là où un contrôle antidopage avait été diligenté auprès des footballeurs et où il y avait eu des pressions pour que ça ne se fasse pas. Donc c'est des choses quand même qui. Il y a les États, il y a les fédérations, il y a les professionnels, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui met beaucoup de pression pour qu'on évite d'aller vers ces contrôles. Quand ça concernait le cyclisme, mais lorsqu'on a fait le contrôle inopiné sur l'équipe de France de foot, c'est peut-être le moment où je me suis demandé si j'avais pas. Où j'ai eu. D'ailleurs, on m'a dit pour moi, il dit attention, tu vas céder là. Tellement la pression était forte. C'est un moment où j'ai senti que j'avais peut-être vacillé, tellement les médias et tout. J'avais porté atteinte à l'équipe de France de football. J'avais empêché l'équipe de France de gagner avec ce contrôle inopiné. Et c'est vrai que la pression peut être telle que si vous n'avez pas autour de vous aussi, quand même, voilà, que le mouvement sportif français a quand même été à nos côtés. On peut vaciller, on peut dire, bon ben, voilà, on passe à autre chose. Moi, c'est le moment où j'ai senti, il a fallu que je dise, je me fiche quelques plaques le vent le matin, pour lequel on ne va pas céder, tant pis. Mais voilà, c'est vrai que la pression peut faire contrôler.
vous remercie de ne pas avoir cédé. Et très fier de vous accueillir ce soir et d'entendre. Je sais qu'en une dizaine de minutes, vous avez l'impératif horaire, vous devez partir, donc bien évidemment, vous serez excusés. Il nous reste une thématique, c'est-à-dire que comment l'éthique des valeurs du sport, là je vais me tourner vers Florence Soyer, la présidente de l'USM Saran, donc il y a beaucoup de licenciés, vous nous rappellerez le nombre dans quelques instants. Comment est-ce que vous prenez en compte avec l'équipe de dirigeants qui vous entoure, les présidents de section et toutes les personnes qui travaillent avec vous, les problèmes liés à l'éthique, aux valeurs du sport? Est-ce que c'est des choses qui vous interrogent, pas vous personnellement, mais tout le groupe de dirigeants? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau amateur, qu'il y a ici, localement, ce sont des choses qui ne touchent pas vraiment les sportifs et les équipes et les entraîneurs? C'est extrêmement compliqué de vous donner une réponse ultra précise, juste en quelques mots. Je crois que dans le milieu associatif, alors sur Saran, je rappelle, ça fait quand même 3800 pratiquants de sport, associations et sections confondues. On ne se pose pas la question sur l'éthique parce qu'elle est quelque part assez naturelle. Donc il n'y a pas une réflexion vraiment portée sur le sujet. On fait attention, alors quand je dis on, c'est tous les clubs confondus, font attention à ce que l'accès au sport soit équitable, que tout le monde puisse avoir accès au sport, les garçons comme les filles, les personnes peut-être plus à l'aise financièrement par rapport à d'autres qui ne le seraient pas. Parce que, en fait, je pense qu'au niveau de Saran, mais comme dans toutes les communes où il y a des unions sportives municipales, c'est le début du sport, c'est le début de tout. C'est le début de tous les sujets que vous abordez dans l'éthique. C'est le début où vont se côtoyer des populations qui ne se verraient pas ailleurs. C'est le début où on peut être tenté de dépasser certaines règles pour améliorer ses performances, même si c'est à des niveaux extrêmement bas, même dans le sport loisir, il peut y avoir des gens tentés. C'est l'endroit où on a envie de devenir bénévole. C'est l'endroit où on accompagne les enfants et on se dit que peut-être on peut amener une petite pierre à l'édifice en accompagnant le club. Les clubs, ce sont des petites structures avec peu de personnes de bonne volonté, donc tous les bénévoles sont les bienvenus. Et toutes ces questions d'éthique viennent à l'esprit des gens et sans vraiment les identifier. On est dans une vie normale, on est dans une vie naturelle, il y a des règles, on les respecte, les règles du sport, les règles de l'école, les règles de la maison. Là, c'est exactement pareil. On ne s'interroge pas, on ne se pose pas de questions. Mais par contre, on est attentif. On est attentif aux égards de langage. On est attentif à être inclusif et pas à créer de différence, à admettre la différence au contraire. Donc c'est très modeste, hein, c'est pas... les clubs ici présents ne sont pas là pour faire les champions de demain, s'ils y contribuent tant mieux, mais ce n'est pas leur vocation. C'est la vocation de l'éducation par le sport, le bien-être, la santé, la convivialité, qui est un élément ultra important dans tous les clubs, à Saran peut-être encore plus qu'ailleurs, parce que ça je les pratique. Voilà, c'est un lieu où on se voit, on se croise, on échange des idées, on peut s'opposer dans nos idées, mais avec toujours la volonté de bien faire, d'être des encadrants formés ou des encadrants bénévoles, de faire au mieux pour les enfants, mais de faire aussi au mieux pour les adultes. Je ne connais pas trop la proportion entre les enfants et les adultes dans les clubs saranais. Il y a beaucoup d'adultes aussi. La seule chose que l'on constate sur ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui viennent prendre une activité, qui viennent se servir d'une activité, mais qui ne participent pas à l'animation de l'activité. Et c'est peut-être là le point qui devient un petit peu négatif et qui nous empêche maintenant de trouver des bénévoles pour faire vivre les clubs. Il faudrait passer des consommateurs aux consommateurs, et ils ne le sont pas tous, manifestement. Je vais peut-être proposer à Marie Vaudin et Madame la Ministre, on vous excuse bien évidemment de devoir partir avant la fin, l'impératif horaire, vous l'avez. Peut-être vous voulez dire un petit mot juste avant de vous absenter, et pour une nouvelle fois, on vous remercie d'être intervenu ce soir. Désolée, mais
Je n'avais pas prévu ce qui s'est passé au plan national. Et donc j'ai quelques obligations assez urgentes. Voilà. Non, je voudrais vraiment appuyer ce que vous venez de dire, madame, parce que moi j'ai été très énervée au moment de certains ministres quand nous parlait du sport libre. On nous expliquait qu'il fallait que les gens ils se prennent par eux-mêmes, puis ils allaient faire courir un peu dans les bois, et puis après on nous a fait les 30 minutes, il fallait acheter son pain à pied, tout ça c'est très sympathique, c'est très bien. Mais tout ça ne peut pas remplacer ce qu'apporte le club avec ses bénévoles, avec voilà, tout ce que crée l'encadrement bénévole d'un club, de convivialité, de rapport humain, tout ça. Et donc, les 30 minutes gratuites, là, non, c'est des subventions pour faire fonctionner les clubs, et puis il faut un bon statut de bénévole pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui aient envie de s'engager, de parents qui aient envie de s'engager. Voilà, donc, oui, il faut aller acheter le pain à pied, mais il faut surtout faire en sorte que nos garçons et nos filles s'inscrivent dans des clubs, puissent y participer, et puis on est de plus en plus d'hommes et de femmes pour les encadrer. Donc moi, je voudrais vraiment vous saluer pour le travail que vous effectuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame Volpe. On est vraiment encore une fois ravis d'avoir entendu vos interventions. Et on souhaite que vos propositions puissent déboucher sur une loi héritage que vous souhaitez ardemment. On peut une nouvelle fois applaudir Madame la Ministre. Bonne continuation à vous. Les remarques qui ont été faites précédemment à l'intervention de la région par la présidente de la Savant, Florence Royer, et m'ont envie de vous interroger. La convivialité, le vivre ensemble, c'est des choses qui sont importantes, nécessaires. Je fais écho à votre intervention avant le débat. J'imagine que ça, vous connaissez au quotidien toutes les valeurs qui sont mises en avant par le sport local et notamment le SM Sahara, et pas que, mais ça doit vous arriver, ça, la convivialité qui est ensemble, ce sont des choses que vous appréciez. Bien sûr que j'apprécie, et bien sûr que je regardais tout à l'heure cette affiche, la passion du sport. Et je me disais, il y a la passion du sport, mais avant, on avait le sport pour tous aussi, qui était affiché dans cette salle. Et c'est cette réelle volonté qui est là aujourd'hui, dans le 50e anniversaire de l'Union sportive municipale, qu'on fêtera le 29 juin prochain, et qui a fait un immense travail, qui a été créé par mon prédécesseur, et aussi par quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui s'appelait Jacques Lazuka, puisqu'on est dans cette halle Jacques Lazuka. Mais ça a été un travail de 50 ans, bien sûr, et où on a essayé de dire que Oscar Saranet ne pouvait pas faire de sport à sa part. S'il le voulait, il devait faire du sport. Et ça, c'est une volonté affichée de la municipalité, qui est toujours affichée, que je ne cesse de répéter de toute façon au club. Et Elena était émue tout à l'heure quand elle est rentrée dans cette salle et qu'elle disait oui, j'ai fait mes matchs là. Beaucoup de choses se sont passées dans cette salle, mais on a aussi, à une époque, doté la ville de beaucoup d'équipements. Parce que c'est pas que la première salle. Je connais la salle du Bourg, je connais l'Arrache, la Jean-André, et la salle Chaprel. On a beaucoup d'équipements. Marie-Jean, je le disais tout à l'heure, elle était émerveillée de voir, mais c'est pas la première fois qu'elle vient tout le temps. Et quand on a fréquenté le parc, on s'est aussi doté et là je vois le service des sports, on a des éducateurs aussi. On a une école municipale de sport qui fait son job, hein. On les a vus travailler cet après-midi, qui donne aux gens la notion de sport, quelque sport que ce soit, et qui donne aussi le respect de l'autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. On continuera de développer dans la ville. On accompagne aussi tous les clubs, pas seulement à raison des subventions, c'est toujours crucial. Le moment des subventions, on a toujours besoin de plus. Et je répondais la semaine dernière à quelqu'un qui, dans une assemblée générale, que je ne citerai pas, disait que
on avait été en avance sur nos équipements il y a quelques années et qu'on était maintenant peut-être un petit peu en retard. Et là, je me dis que si on ne nous avait pas ponctionné 2 millions de dotations globales de solidarité sur nos budgets communaux, eh bien, on pourrait en faire des choses, d'autres équipements, et il y aurait des terrains de foot qui pourraient se refaire. Aujourd'hui, on est toujours dans cette baisse depuis 10 ans, et effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre, parce qu'on veut bien faire des choses, mais il faut que les collectivités soient aidées. Merci.